Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui M. Amadou Thierno Diallo, donc le président du parti Synthèse en Guinée-Conakry. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Donc nous recevons aujourd'hui le président d'un parti politique en Guinée, et M. Amadou Thierno Diallo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, mon frère, comment vous allez? Ça va. Alors, donc, vous êtes pour la deuxième fois sur le plateau de Afrique 1. La première fois, vous étiez venu pour parler de votre livre, hein, de ce livre Un fils du terroir. Donc, vous avez écrit, très complet, et qui vous parle de votre enfance. Mais aujourd'hui, donc, nous allons parler de la politique et de la Guinée. Et bien entendu, donc, vous êtes de la Guinée-Conakry, vous êtes un haut cadre et vous avez même été ministre. Et aujourd'hui, donc, vous avez lancé un parti politique qui s'appelle Synthèse. Et vous allez dire, donc, face à la caméra à nos téléspectateurs, et c'est quoi Synthèse et pourquoi vous lui avez donné ce nom? Merci, monsieur, de m'avoir bien voulu m'inviter encore. C'est devenu une habitude. C'est un plaisir de revenir vous voir dans vos locaux. Oui, en effet, on a lancé un mouvement des compatriotes et moi qu'on a appelé Synthèse. Pourquoi Synthèse? C'est une très bonne question. Et Synthèse découle d'un constat qu'on a fait en Guinée, qui est un paradoxe de potentiel et de pauvreté. La population guinéenne, environ 14 millions d'habitants, un PIB d'environ 23 milliards de francs guinéens, avec, si vous voulez, un PIB par tête d'habitant d'à peu près 1080 dollars. Et vous avez près de 47% de la population sous le seuil de la pauvreté, c'est-à-dire gagne moins de 17 000 francs guinéens par jour. Par jour. C'est-à-dire 1,6 euros oui, par jour. Effectivement. Et 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. Et vous avez un manque criard de services de base, et alors que le pays a un potentiel énorme. Nous avons des ressources minières, bauxite, certains disent les 2/3 des réserves mondiales, nous avons le fer. Aujourd'hui, nous avons les plus grands gisements de fer en termes de teneur au monde. Nous avons de l'or, nous avons du diamant. Nous avons des terres fertiles, près de 13 millions d'hectares de terres arables, et nous avons de l'eau en abondance. Ouais. Et la Guinée était appelée pendant la colonisation les rivières du Sud, ce n'était pas pour rien. Nous avons 13 fleuves transfrontaliers, et nous avons le soleil, nous avons l'air, nous avons la population, et une population dont 75% est constituée de jeunes de moins de 35 ans. Donc, à l'orée de la dividende démographique. Donc, voici ce paradoxe. Nous avons tout et pourtant nous sommes pauvres. Donc, c'est ce constat qui nous a amenés aujourd'hui à dire non, il faut qu'on essaie de se mettre ensemble et d'être une force de proposition. C'est de là que découle Synthèse. Synthèse, c'est toutes les idées, toutes les compétences, tous les groupes ethniques. Nous avons tout le monde. Donc, c'est que chacun apporte quelque chose pour bâtir cette Guinée dont nous aspirons, une Guinée prospère, une Guinée qui est au service de la communauté, de la jeunesse, des femmes surtout, qui constituent 52% de la population guinéenne. Donc les jeunes et les femmes doivent être le moteur de cette croissance pour sortir le pays de ce sous-développement. Donc la vision de Synthèse, c'est de faire de la Guinée un pays à revenus élevés en une génération. Comme caricature, je dirais qu'un enfant qui est né aujourd'hui, quand il aura 25 ans, notre vision, c'est que cet enfant, à 25 ans, qu'il soit en mesure de se loger, de se marier, de se nourrir sa famille, amener ses enfants à l'école, et au-dessus de tout, que ses parents soient soignés et pris en charge par l'État. Ça, c'est le troisième âge. Alors qu'aujourd'hui, si vous avez un père, une maman de 70, 80 ans qui tombe malade, vous n'avez pas les moyens,
eh bien, vous savez ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est ceux-là qui ont bâti ce pays. Il faut le leur rendre. Donc, il faut s'occuper des personnes de troisième âge. Donc, c'est pourquoi nous disons que notre vision, c'est de pouvoir transformer, changer le pacte, avoir un nouveau pacte social en Guinée et qu'on aille au-delà des révisions constitutionnelles, qu'on aille au-delà des rencontres électorales, qu'on bâtisse quelque chose de nouveau et que chacun soit partie prenante dans cette dynamique. C'est pourquoi nous avons Synthèse et nous avons un programme de société décliné en 6 piliers, certainement qu'on aura le temps de visiter au cours de cette interview. Oui, alors, donc, il y a une nouvelle constitution qui est en cours. Et aujourd'hui, je ne sais pas si, parce que si ce n'est pas complètement fini, peut-être que vous n'avez pas pris connaissance, mais est-ce que si cette constitution est décidée, en effet, vous allez appeler à voter oui ou non? Pour le moment, c'est juste un projet. On ne sait pas à quoi elle va ressembler à la fin. Donc, on ne se prononce pas pour le moment. Mais tout ce que nous disons, c'est que nous sommes une force de proposition, j'allais dire. Donc, quand un document sortira, on va le regarder, on va donner nos observations par rapport au document qui sera soumis au référendum. Oui. Alors, donc, votre parti, donc Synthèse, vient d'être lancé, ça a eu beaucoup d'engouement. Et aujourd'hui, donc, vous commencez à faire connaître ce parti. Et donc, et si par exemple, parce que donc on sait qu'en matière politique, il y a des alliances. Donc, souvent, on ne peut pas gagner seul. Donc, est-ce que vous avez mis ça dans la stratégie de alliance, de synthèse, pardon, donc la possibilité d'alliance avec les autres? D'abord, c'est encore un mouvement parce que pour le moment, ils ne donnent pas les agréments pour les partis. Donc, on s'organise, on dit qu'on est là et on veut encore une fois être une force de proposition pour le développement de l'Afrique, de la Guinée particulièrement, compte tenu de nos expériences, de nos compétences et toutes les personnes qui sont autour. Donc, c'est pour ça qu'on veut y aller. Alors, alliance, oui, pourquoi pas? Le moment venu, on verra ce que ça va représenter, ce que le paysage politique va devenir après l'approbation de la Constitution. Et le moment venu, s'il faut aller vers une quelconque alliance, on est ouvert. Mais on va dans une alliance gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est sortir la Guinée de la situation dans laquelle elle se trouve. C'est ça l'objectif. Donc, quiconque partage cet idéal, eh bien, d'abord, on invite tout le monde à venir dans Synthèse, plutôt que de rester dans leur parti politique. Donc, on invite tout le monde à venir dans Synthèse, mais tous ceux qui ne viennent pas dans Synthèse, pour une raison ou pour une autre, on est prêt à collaborer, à travailler ensemble. Voilà. Alors, donc, il y a une forte communauté guinéenne en France. On l'a estimé à environ 55 000 individus. Et donc, quel message vous donnez à cette communauté et puis d'autres qui sont dans d'autres pays, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Guinéens à l'extérieur. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche, on a dit en 2023, il y a eu 18 000 Guinéens qui sont passés qui ont pris la mer pour venir en Italie. Et donc, quel message vous donnez à cette diaspora guinéenne d'une part, et d'autre part aussi, comment faire? Qu'est-ce que Synthèse, de toute façon, on va venir sur les 6 propositions, mais qu'est-ce que Synthèse souhaite faire concrètement pour stopper, par exemple, cette immigration vers l'Europe, c'est-à-dire surtout les jeunes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est une population à majorité jeune. Une très bonne question. En fait, l'autonomisation des jeunes et le rôle de la diaspora font partie des piliers du programme de société de Synthèse. Moi qui vous parle, je suis parti de la Guinée pendant 30 ans avant de revenir. Je travaillais dans les institutions internationales et je suis revenu en Guinée et je suis devenu ministre et j'ai vu des choses que j'ignorais. Alors, première question,
la jeunesse, qu'est-ce qu'on en fait? 75% de la population, moins de 35 ans. Aujourd'hui, ils sont en train de partir, pas seulement en Europe, en Amérique du Nord, mais la migration se pose surtout en Afrique de l'Ouest. 55 000 en France, c'est rien du tout. C'est des millions au Sénégal, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Libéria, jusqu'au Gabon. Donc, les bras valides, c'est ce que les anglo-saxons appellent le brain drain. Tous ceux qui vont là, c'est des jeunes qui sont très, très bien formés. Malheureusement, leur formation n'est pas en adéquation avec les possibilités de trouver du travail. Donc, il faut régler cette dichotomie. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne peut pas régler cette question de migration à court terme. Il faut avoir une planification à long terme parce qu'il y a des préalables. Il faut revoir le système éducatif, il faut revoir le système financier, etc., etc. Donc, pour pouvoir aligner les compétences au job qui existe, ça c'est un. Et deuxièmement, pour que ces jeunes puissent avoir accès à des ressources financières pour se développer. Nous, quand on a fini l'université, on a été formé pour sortir et tout de suite, tu es intégré à la fonction publique. Oui. Ça, c'était au temps de la Première République. Aujourd'hui, nous, ce que nous souhaitons, c'est que tout jeune qui vient, qui finit l'université, qui devienne entrepreneur. On sait que ce n'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, mais si les gens sont formatés pour devenir entrepreneur, c'est déjà quelque chose de bien. Mais pour que tu sois entrepreneur, il faut avoir les ressources. Donc, il faut regarder ça dans sa globalité et se dire que ce n'est pas une bataille à court terme, c'est une bataille à long terme. Le seul avantage aujourd'hui, c'est avec les avancées de la technologie, des innovations, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire auparavant. On peut être en Guinée, dans un petit village, accès à Internet et travailler pour une entreprise qui est basée en Amérique du Nord ou en Australie. Donc, il faut profiter de cette opportunité pour pouvoir maintenir les jeunes sur place, nos meilleurs qui sont en train de partir. Et tout à l'heure, vous avez remplacé un jeune Guinéen ingénieur qui nous a parlé donc des données, de l'espace. Et donc, il y a beaucoup de cadres comme lui, Guinéens, qui sont formés dans les grandes écoles à l'étranger. Et donc, comment faire pour les attirer, les faire revenir en Guinée pour que la Guinée puisse bénéficier de leur expertise si jamais Synthèse est au pouvoir? C'est très simple. Je crois que votre conversation, je n'étais pas là, je n'ai pas suivi. Peut-être qu'il vous a dit qu'il a envie de faire quelque chose en Guinée. Et je vais vous donner un secret. C'est que le Guinéen, c'est un patriote. Le Guinéen aime son pays. Il est prêt à faire des sacrifices pour pouvoir y aller. Sa seule condition, c'est qu'on lui crée les conditions de pouvoir évoluer. Donc, vous parlez de technologie, de science. Il faut créer les infrastructures. Il faut créer des infrastructures. Donc, Synthèse, dans son programme de société, pense à créer des corridors technologiques, mettre toute l'infrastructure en place pour permettre à quelqu'un de venir rentrer dans un bureau avec son ordinateur et pouvoir travailler. Donc, mettre en place des incubateurs. C'est là où je parlais tout à l'heure des finances. Il faut permettre à ces jeunes d'avoir accès à un financement. Parce que c'est la bataille du combattant en Guinée pour avoir un financement. On vous demande toujours de déposer, si vous voulez un prêt à la banque, on vous demande soit de déposer un titre foncier ou bien de déposer en cash l'équivalent de l'argent que vous demandez. Ah ben non. Voilà. Si on a ça, on ne va pas demander de crédit. Exactement. Donc, ce sont ces conditions qu'il faut créer. Donc, première chose, je dirais, donc, le Guinéen étant très, très patriote aimant son pays, tout le monde souhaiterait rentrer. Aujourd'hui, je vais vous dire qu'il y a plusieurs jeunes, très jeunes, qui ont fini l'université, qui veulent rentrer et être au service du pays. Il faut leur créer les conditions. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a cette question de sécurité, de question d'accès aux services sociaux de base. Là où je vous parle, quand quelqu'un est malade en Guinée, tout de suite, il veut aller au Sénégal pour se soigner ou bien il faut venir en Europe. Ben, on peut se soigner en Guinée. La dernière fois, je parlais à des compatriotes ici qui m'ont dit qu'il y a plus de 300 médecins guinéens en France. Ah, ouais. En France. Ouais. Et je ne parle que de la France. De la France. Je ne parle pas des États-Unis, du Canada ou bien des autres pays européens. Ouais. Et je connais plusieurs
de ces jeunes médecins qui souhaiteraient pouvoir rentrer aujourd'hui, être au service de cette population. Donc, il faut donc qu'on puisse créer les conditions pour que les gens reviennent, puissent vivre décemment. Les services sociaux de base sont en place, de l'énergie, l'électricité, l'eau, l'assainissement, les infrastructures, les routes, ainsi de suite. Et maintenant, créer les conditions pour qu'ils puissent commencer à mettre en place des startups et pouvoir développer pour pouvoir employer d'autres Guinéens. Alors, donc, la Guinée, et tout à l'heure, on va parler donc les 6 points. Avant cela, donc, on a dit qu'il y a en Guinée donc 4 zones géographiques, la haute, la basse, la moyenne et la Guinée forestière. Donc, qu'est-ce que Synthèse propose pour que chaque région puisse, la spécificité de chaque région sur le plan économique pour l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'on peut installer dans chaque grande zone? Très bien, très bonne question. Oui, effectivement, la Guinée a 4 régions agroécologiques qui aujourd'hui ne sont pas différenciées. C'est ce que vous faites en Basse-Guinée avec 3000, 4000 mm d'eau. Hein? Vous le faites en Guinée forestière où vous aviez à un moment donné, avant que les changements climatiques nous commencent à se faire sentir, 11 ou 12 mois de pluie. Et vous revenez vers la savane, 800 mm et au Fouta, un peu plus de 1000. Donc, c'est des 4 agroécologiques différentes. Alors, nous, au niveau de Synthèse, on a nos programmes de société et je parlerai particulièrement d'un des piliers qu'on a appelé la transformation structurelle du milieu rural. Cette transformation structurelle du milieu rural s'adresse à chaque zone. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut moderniser l'agriculture. Aujourd'hui, nos agriculteurs, nos paysans font de l'agriculture comme faisaient nos arrière-grands-parents. Oui. Donc, il faut moderniser. Vous regarderez, 70% de la population se trouve en milieu rural. Donc, 70% pratiquement de la population guinéenne est occupée dans une certaine mesure de l'agriculture. Un pays ne se développe pas comme ça. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Je crois en France, ici, c'est environ 4 ou 5% de la population qui est agriculteur. Mais c'est bien mécanisé. C'est exactement ça. Donc, ce que nous, on veut, c'est de le faire en Guinée, mécaniser l'agriculture pour libérer une main-d'œuvre qui va aller ailleurs, qui veut aller dans les BTP, dans les industries, dans les manufactures, etc. Mais tant que vous ne changerez pas cette dynamique, vous resterez dans la pauvreté. Vous ne pouvez pas continuer à supporter 70% de votre population qui est impliquée dans l'agriculture. Ça veut dire qu'on ne fait pas de l'agriculture. On ne vient que cultiver par défaut parce qu'on n'a pas autre chose à faire. Donc on dit qu'il faut moderniser l'agriculture, qui veut dire de garder toute la chaîne de valeur, depuis la fertilité du sol jusqu'aux infrastructures post-récolte. Et je vous dirais, par exemple, en Afrique, 40% des pertes dans le secteur agricole se passent entre la récolte et le marché. 40%. La conservation, les infrastructures pour transporter, les magasinages, l'accès au marché, etc. Donc 40% des pertes dans le secteur agricole se passent entre la récolte et la vente finale. Donc, si vous réduisez ces pertes-là, ça veut dire que vous augmentez le revenu qui arrive. Ensuite, il faut pousser la décentralisation. Et la Guinée a été un exemple en Afrique de l'Ouest au niveau de la décentralisation, mais aujourd'hui, on est en retard parce qu'on a mis un frein dessus. Mais à Synthèse, nous projetons de dire qu'il faut qu'on pousse la décentralisation. Il ne faut pas juste décentraliser les compétences, dire qu'une commune a la responsabilité de faire l'assainissement, de s'occuper de l'éducation, de la santé de la communauté, alors que cette commune n'a pas les ressources. Donc, il faut transférer les ressources du niveau central vers un niveau décentralisé. C'est seulement en ce moment qu'on peut parler du développement local. À Synthèse, nous croyons le développement par le bas, pas par le haut. Ce n'est pas des dictats, des décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, au niveau des ministères qui peuvent développer un pays. Le tourisme. La Guinée est un pays très, très, très touristique, mais pratiquement il n'y a rien. Voilà, mais aujourd'hui, les pays voisins comme le Sénégal sont... Est-ce que c'est dû à
C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur. Non, d'abord, il n'y a pas eu de promotion. Aujourd'hui, tout le monde, quand vous parlez de l'esclavage, on parle de l'île de Gorée. Mais il y a la route de l'esclavage en Guinée. Il y a plusieurs Gorées en Guinée, mais personne ne connaît. Personne ne connaît, personne n'en parle. Mais il y a plusieurs Gorées en Guinée, mais personne n'en parle. Il y a la route de l'esclavage. Donc, à synthèse, vous allez, si jamais vous êtes au pouvoir, vous allez faire la promotion du tourisme pour que la Guinée soit un grand pays touristique. C'est l'un des pays, c'est l'un des piliers. Et on veut en faire le premier pays touristique de l'Afrique de l'Ouest. On peut le faire parce que le potentiel, il est là. Il y a le mont Nimba qui est à la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire où vous avez des crapauds géants qui n'existent que là-bas. Et je sais qu'il y a des gens qui vont payer des milliers de dollars juste pour aller voir ces crapauds géants qui, en fait, qui sont même protégés par l'UNESCO. Et nous avons notre culture. Nous avons plusieurs groupes ethniques qui chaque a sa propre culture, ses habitudes, et nous avons notre musique. Les anciens connaissent le Bembea Jazz. Exactement. Vous êtes en train de sourire. Je sais que vous connaissez les Keletigui, c'est Tambourini. Donc la Guinée est reconnue pour son art. Une riche culture. Une riche culture. Il faut la valoriser. Et si vous le faites en milieu rural, ça veut dire que vous ramenez des ressources au milieu rural, vous maintenez les gens là-bas. Et donc, il y a tout ça qui fait que vous regarderez aujourd'hui la Guinée forestière, où il pleut beaucoup, devrait être le poumon de la Guinée. Au lieu de couper nos arbres millénaires, il faut essayer de mettre en place une politique de reboisement, des essences rapides qui vont être coupées en un mois, en 1 an, 2 ans, 3 ans, pour faire les bâtiments et ainsi de suite, plutôt que venir nous couper les arbres millénaires, parce qu'un arbre millénaire, pour le reconstruire, il faut encore des milliers d'années. Et la Haute-Guinée est traversée par plusieurs fleuves transfrontaliers. Il y a le Niger, vous connaissez le Niger, qui prend sa source là-bas et qui se déverse au Nigeria, en traversant, j'ai oublié si c'est 8 ou 13 pays, et ses affluents. Et vous avez le fleuve Sénégal, qui passe un peu par là-bas, le Bafin. Donc, et c'est des plaines. Contrairement au Fouta de Jalon où vous avez des montagnes, la Haute-Guinée, c'est des plaines. Ça devrait être le grenier de la Guinée. Pas seulement de la Guinée, je parlerai même de l'Afrique de l'Ouest. Donc, développer l'agriculture dans ce domaine. Dans ce domaine, mais pas seulement agriculture pour agriculture, il faudra transformer. Et des unités de transformation. Pour valoriser, pour ajouter de la valeur à ce qui va être produit. Et la moyenne Guinée est reconnue pour l'élevage. Pour l'élevage, et il y a des zones à Gawal où vous avez des millions de vaches. Et les personnes ne s'intéressent qu'à la tête. J'ai 1000 vaches, c'est une façon pour eux de pouvoir gérer leur avoir, leurs ressources. Quand ils ont besoin de $1000, ils vendent un bœuf, et ainsi de suite. Donc, il faut valoriser tout ce secteur-là. En le valorisant, ça veut dire qu'il faut, plutôt que les gens se focalisent sur un élevage, système d'élevage qu'ils ont appris depuis des millénaires, parce que c'est le Peul. Il faut le moderniser. Il faut le moderniser. On n'a pas besoin d'avoir 1000 têtes pour avoir de l'argent. On peut avoir 10, 15, on produit du beurre, on produit du lait, donc il faut les organiser. Ça se fait au Kenya. Moi, j'ai vu au Kenya quand je suis allé là-bas. C'est-à-dire des fermes, quoi, des fermes modernes. Non, il y aura des fermes modernes, mais moi, je vais plutôt m'occuper de petits paysans. Pour dire que vous avez 2 à 3 vaches. J'en ai vu au Kenya une dame qui avait 2 vaches qui lui ont permis d'amener ses enfants à l'école. Ils sont tous devenus des ingénieurs. Et le matin, elle a 30 litres de lait, le soir, elle a 20 litres de lait. C'est avec ça qu'elle a financé les études de ses enfants. Donc, je veux que ça revienne. Je veux qu'on modernise. C'est-à-dire, selon vous, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de têtes de bétail pour pouvoir vivre. Pas du tout. Pas du tout. Ma grand-mère n'a pas besoin de beaucoup. Elle a besoin de 2 ou de 3 pour vivre décemment. Bien sûr, il faut avoir les grandes fermes pour compétir, pour produire autre chose, d'autres dérivés du secteur. Mais la population qui est là, pour la sortir de la pauvreté, parce qu'elle travaille, il faut lui permettre de pouvoir gagner sa vie. Moi, quand je grandissais,
Ma grand-mère avait quoi, 10, 15 bœufs à la maison, chez elle. Et parfois, le soir, je sortais avec elle. Et toutes ces bêtes-là avaient des noms. Et elle les connaissait par leur prénom. Par leur prénom. Leur prénom. Donc, comment vous allez faire pour réorganiser l'administration guinéenne? Parce que je crois que là aussi, il y a un problème. C'est pas bien organisé. Comment Synthèse pour faire pour organiser l'administration guinéenne? Très bonne question. Parce que je vous dirais, le problème de la Guinée, c'est l'administration. Rien d'autre. Vous réglez l'administration, vous réglerez 60% des problèmes guinéens. Et comment est-ce qu'il faudra le faire? D'abord, vous savez que quand vous sortez, vous êtes recruté à la fonction publique, vous venez avec votre cartable, avec votre stylo, vous ne venez qu'avec ce que vous avez appris à l'école. Alors qu'au sein de l'administration, c'est un animal complètement différent. Deuxièmement, il faut mettre en place des politiques, des procédures et des méthodes de travail. Même si théoriquement on les a, ils ne sont pas appliqués aujourd'hui. Mais pour pouvoir les appliquer, ces politiques, ces méthodes de travail, il faut digitaliser tout le système. Tant que vous ne le ferez pas, tant que une personne, par exemple, qui gère une EPA, à la discrétion de la destination des ressources de cette EPA, ne vous posez pas de questions. Où vont partir ces ressources? Mais si vous garantissez... Comme ça va aussi régler le problème de la corruption. Exactement. Donc, tant qu'on ne digitalise pas, tant qu'on ne contrôle pas tout le système, on ne pourra jamais lutter contre la corruption. Jamais. Parce que, écoutez, nous sommes tous des humains. Dès qu'il y a contact. Dès qu'il y a contact, donc il faut essayer d'encadrer ce système. Donc, vous mettez des politiques et des procédures. Vous regardez un exemple, les institutions, les banques multilatérales de développement, qui gèrent des milliards. Des milliards. Mais parce qu'il y a des méthodes, il y a des façons de travailler, tout est digitalisé, dématérialisé complètement. L'argent ne sort dans le circuit, quand il rentre, il ne sort pas. Il atteint son objectif. Mais dans le système, ça ne se passe pas comme ça. Donc, tant que vous ne ferez pas ça, tant qu'on ne mettra pas des systèmes et s'assurer que les systèmes fonctionnent, et ces systèmes ne peuvent fonctionner que s'il y a aussi à côté une reddition des comptes. Que quand il y a tentative et quand il y a des accès de corruption, de vol, ainsi de suite, il faut sanctionner. Mais si on sait que vous faites ce que vous voulez faire et vous n'avez aucun prix à payer, encore la tendance, c'est de dire, écoute, voilà. Oui. Donc, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de former. On a un système qui est là depuis le début de l'indépendance qu'il faut changer. D'accord. On va dire un mot sur l'école. Okay. Par exemple, concernant l'école, la formation. Est-ce qu'il faut aussi changer ce domaine-là pour que c'est-à-dire les gens soient formés à des métiers, à des filières courtes? Très bien. En fait, c'est le deuxième pilier du programme de société de synthèse qu'on a appelé le capital humain. Nous, on va au-delà de l'école. On va au-delà de l'école, on parle de capital humain, ça veut dire l'éducation, la santé, la nutrition, d'abord après l'autonomisation des femmes et des jeunes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'un élève, pour qu'un enfant puisse aller correctement à l'école et apprendre, il faut d'abord qu'il soit en bonne santé. Donc, aujourd'hui, la nutrition, surtout de maternelle, surtout quand la femme elle prend sa grossesse, il faut qu'elle ait suffisamment à manger avec des éléments nutritifs parce que c'est elle qui nourrit le bébé qui est dans le ventre. Et quand l'enfant est né, il faut s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il ait au moins 1000 jours. Il y a les vaccins et ainsi de suite. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en Guinée dans un petit village où j'ai constaté que toutes les femmes étaient petites. D'accord. Alors, je me suis posé des questions comme ça, et puis j'en ai discuté avec des collègues lorsque je travaille à la Banque islamique de développement. Il y a une spécialiste santé qui m'a dit non, c'est très simple. Je dis c'est quoi? Il dit c'est ce qu'ils appellent le stunting. Le stunting, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire quand la femme tombe en grossesse, elle n'a pas suffisamment à manger. Et l'enfant est né, et la maman et l'enfant n'ont pas suffisamment à manger. Ce qui veut dire que son potentiel, la croissance, elle est diminuée. D'accord. Elle est diminuée. Donc, ce n'est plus la personne qui devait être la personne, c'est une autre personne qui... Donc, il faut s'occuper de cet enfant et qui va aller à l'école. Et à l'école, il faut surtout, nous proposons de faire ce qu'ils appellent les STEM, sciences, technologies, mathématiques, ingénierie, pour que depuis le bas âge, jusqu'au niveau du bac, qu'on ait vraiment des gens qui sont bien formés pour aller embrasser n'importe quelle filière et parallèlement développer les filières professionnelles. Alors, donc, on me signale à la régie qu'on est presque arrivé au terme de l'émission. Je vais vous poser juste une question sur les institutions. Et si un jour vous arrivez au pouvoir en Guinée, est-ce que vous allez respecter les institutions, c'est-à-dire surtout le nombre de mandats? Parce que là, ce qui s'est passé en Guinée, c'est donc le non-respect de mandat de la part de Alpha Condé et donc qui avait, dit-on, amené ce coup d'État. Donc, est-ce que vous vous engagez, vous, personnellement, si un jour vous arrivez au pouvoir, vous allez, si on dit que le mandat présidentiel est de 2 ans, 2 et 5 ans renouvelables une seule fois, est-ce que ATD va respecter ce mandat? Écoutez, l'objectif de Synthèse, c'est d'aller gouverner ce pays. On a donné raison du coup d'État, manque de respect du nombre de mandats. De la Constitution. Et aujourd'hui, mon avis, on constate que ce n'est pas réellement le cas. Bon, chacun fait son constat. Donc nous, notre objectif, c'est de gouverner un pays. Et gouverner le pays, on a une vision d'une génération. On n'a pas une vision d'un programme de gouvernance de 5 ans. Non, on a préparé une vision pour une génération, pour 25 ans. Donc, on veut mettre ça en place et je vous dirais que je vais respecter, je ne vais pas respecter. Il y en a qui vont me croire, il y en a qui ne vont pas me croire parce que c'est plein chez nous en Afrique. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans ce sens. Tout ce que moi, je vais vous dire, c'est que avant de venir dans ce débat de m'engager en politique ou non, j'avais dit aux gens, écoutez, il ne doit pas s'agir de moi. S'il s'agit de moi, c'est un échec. Si je ne suis pas là-bas, si ça ne marche pas, c'est un échec. S'il faut qu'on m'attende pour prendre les décisions, c'est un échec. Il faudrait qu'autour, qu'on ait une masse critique de personnes qui peuvent parler au nom de Synthèse. Que je sois là-bas, que je ne sois pas là-bas. Je peux aller, je peux mourir demain et s'il n'y a pas quelqu'un qui reprend la relève. Et deuxièmement, pour moi, c'est cette jeunesse-là qui doit transformer ce pays. C'est cette jeunesse. Donc, moi, personnellement, je m'engage en politique pour pouvoir mentorer cette jeunesse-là qui doit prendre les destinées du pays en main. C'est pas les personnes. Donc, on peut dire que la Guinée a trouvé aujourd'hui son Ousmane Sonko. Bon, moi, je vais aller au-delà de Ousmane Sonko. Je vais dire qu'ils ont trouvé son ATD guinéen. Parce que moi, au niveau de Synthèse, on a une vision claire de ce qu'on a envie de faire pour le pays. Et ce n'est pas de rester au pouvoir. On ne vient pas pour chercher à avoir le pouvoir pour le pouvoir. On vient pour pouvoir gouverner. Les honneurs, on les a déjà eus ailleurs. Ce n'est pas pour les honneurs ou le plaisir ou ce que le pouvoir procure qui nous engage en politique. C'est de pouvoir servir. Très bien. Donc, on signale à la régie qu'on est arrivé presque à la fin. Donc, je vous laisse le mot de la fin, mais très court, comme ça. Qu'est-ce que votre mot de conclusion? Très bien. Merci encore une fois de m'avoir réinvité. J'espère que ça va être une très bonne habitude de vous rencontrer, de pouvoir parler. Donc, c'est juste pour dire que le mouvement Synthèse, c'est un mouvement qui se positionne en une force de proposition. On a bâti une vision de 25 ans, d'une génération, pour transformer le pays, pour qu'en une génération, le pays devienne un pays développé. Et pour ça, nous avons 6 piliers que nous avons mis en place. Et ces 6 piliers doivent être mis en œuvre dans toutes les régions, dans tous les petits villages. Le premier, c'est une gouvernance transparente. Le deuxième pilier, c'est le développement du capital humain. Le troisième, on en a parlé, c'est la transformation structurelle du milieu rural pour garder les gens chez eux. Le quatrième,
c'est la diversification et la compétitivité de l'économie qui va vers la mise en place d'infrastructures structurantes. Après, vous avez le développement urbain. Depuis l'indépendance, pratiquement, on n'a pas eu de nouvelles villes après 60 ans. C'est les anciennes villes qui sont en train de s'agrandir. Il faut créer d'autres villes, il faut créer d'autres centres d'intérêt. Comme le Sénégal l'a fait pour Diamniadio. Diamniadio, c'est une très bonne chose. Il faut essayer de désengorger certaines villes. Et puis, le dernier pilier, c'est ce qu'on a appelé les questions transversales, sans lesquelles les autres piliers ne peuvent pas aller. C'est qu'il faut instaurer une dose d'éthique dans tout ce qu'on fait. Et il faut valoriser la diaspora. C'est les enfants invisibles de la nation. Et il faut penser aussi à l'intégration régionale. Vous ne pouvez pas, nos économies sont très faibles, sont très petites. Pour pouvoir compétir, on est obligé de nous mettre ensemble. Donc voilà, brièvement exposé la vision de synthèse et nous appelons tous les Guinéens de quelques horizons qu'ils soient, de quelques compétences qu'ils ont, de se joindre à nous pour bâtir cette Guinée dont nous tous nous souhaitons voir demain. Très bien, belle conclusion. Nous arrivons au terme de l'émission. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chez vous, vous pouvez venir à tout moment, il n'y a pas de souci. Et donc, je remercie les téléspectateurs donc, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Merci.